L'Assemblée nationale adoption du projet d'achat des produits pétroliers raffinés comme stock stratégique. Autre titre de cette édition, faculté de médecine, soutenance de la première thèse de doctorat en médecine à Djibouti. Merci d'être avec nous. Cristiano Ronaldo vient de remporter son 3e ballon d'or à Zurich, où il a été le grand favori à sa propre succession pour l'attribution du ballon d'or après son année de tous les records. Ce soir même, à Zurich, où il a remporté, pourrait être sacré pour la 3e fois devant les 2 autres finalistes, Lionel Messi et Manuel Neuer. À 29 ans, l'attaquant portugais de Real Madrid a fait exploser tous les compteurs en 2014 et s'est positionné logiquement comme le principal prétendant de ces trophées déjà remportés en 2008 et en 2013. Revenons à l'actualité nationale à présent. Séance publique du travail à l'Assemblée nationale. Les parlementaires se sont retrouvés ce matin pour une séance publique de travail où ils ont examiné et adopté les projets de loi sur la constitution d'un stock d'hydrocarbures stratégiques. Ces projets de loi soumis à l'approbation des élus portent sur la ratification de l'accord de financement sous forme de prêt de 30 millions de dollars pour l'importation de produits pétroliers afin d'assurer un approvisionnement régulier en hydrocarbures et faciliter la constitution de stocks stratégiques pour notre pays. Ce prêt permettra également à la République de Djibouti de renforcer les capacités de la Société internationale des hydrocarbures et garantira la mise en place d'un mécanisme de régulation du prix et des produits pétroliers. Comme à l'accoutumée, les élus ont procédé tour à tour à une première série de questions depuis la tribune. Enfin, en premier lieu, pourquoi l'exécutif a éprouvé le besoin de restructurer le secteur de l'énergie? Le pays dispose-t-il d'un stock stratégique? Si oui, depuis combien de temps est-il disponible? Où est situé le lieu de stockage et quelles sont ses capacités? Avant de demander le prêt à la banque islamique, le gouvernement a-t-il mis en concurrence plusieurs bailleurs de fonds? La branche qui attribue le prêt semble-t-il être une filière de la banque islamique depuis combien de temps? Pourquoi la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a changé de statut? Ensuite, le taux de 6% pour la marge bénéficiaire semble être trop élevé par rapport à la somme globale demandée, soit 30 millions de dollars. Les députés ont également remarqué que la durée et les mensualités de remboursement du prêt ne sont pas précisées dans l'accord. Par ailleurs, quels sont et combien sont estimés les autres coûts évoqués? Enfin, les représentants du peuple ont tenu à savoir si le gouvernement a cherché d'autres solutions avant de recourir à ce prêt. Et surtout, s'ils ont souligné partout dans le monde, le cours du pétrole a subi une forte baisse, ce qui n'est pas répercuté à la pompe du niveau des consommateurs et de ceux depuis plusieurs mois. Quelles que sont les raisons et quels que sont les montants bénéficiaires tirés? Le ministre de la Finance, Ilyas Moussa Douale, du budget, Modé Ahmed Roblé, de l'énergie, Ali Yaroub, sont venus défendre ce projet sous l'œil vigilant du Premier ministre. Nous les écoutons. De transmission de ces dossiers, je peux vous assurer, on a eu ce document, ça a été signé le 25 décembre 2014. Et je pense qu'une semaine après, on a transmis au Conseil des ministres pour que 2 jours après, ça vienne au Parlement. Vous pouvez constater que nous traitons les dossiers, d'autant plus que c'est un dossier extrêmement urgent et très important et stratégique pour la République de Djibouti, avec beaucoup de sérieux, comme nous le faisons habituellement. Donc, il n'y a pas eu de délai. Je pense que vous confondez avec l'accord du conseil d'administration de IFTC, qui a été du mois d'août, et non pas la signature de la convention. La convention, je l'ai signée moi-même le 25, encore une fois, décembre 2014. Il faut savoir, ce qui baisse et ce qu'on voit à la télé ces derniers temps, c'est le prix du brut, ce n'est pas le prix du raffiné. Or, Djibouti importe et consomme du raffiné. Il faut savoir que les raffineries achètent le pétrole brut aujourd'hui, le pétrole qui sera livré dans 1 mois ou 2. Donc, les raffineries sont en train, ainsi que les stations ou les sociétés pétrolières sont en train de découler leurs stocks déjà constitués. C'est pour ça que nous avons mis un peu
de temps pour suivre la cadence. En réponse aux interrogations soulevées, le ministre de l'Énergie, Ali Abou Mahmoud, a précisé que le besoin de restructuration du secteur pétrolier est induit par une tendance générale. Notre pays souhaitant maîtriser ses approvisionnements à travers une institution semi-publique dotée des pouvoirs régaliens. En ce qui concerne les stocks stratégiques, il n'en existe pas à l'heure actuelle. Le pays a mis en place juste un stock d'urgence. L'idée d'ailleurs de ces textes de loi est de constituer de façon progressive un stock stratégique à moyen terme. La baisse du prix à la pompe qui a été constatée ce matin le 12 janvier, tout simplement parce que tous les 11 de mois, la structure du prix elle change et aussi minime soit-elle, il y a une baisse du prix de l'essence à la pompe, mais ce n'est qu'un début. Nous allons continuer progressivement. Et lors des questions au niveau de la Commission des Affaires étrangères, j'ai bien expliqué aux élus du peuple qu'il y a une commission conjointe, ministère de l'Énergie, ministère des Finances, ministère du Budget, qui travaille sur cette question. Et au fur et à mesure que nous allons avoir des meilleurs éléments d'information, nous allons baisser le prix de l'essence à la pompe, parce que jusqu'à l'arrivée du nouveau bateau dans la nuit du 12 au 13, ce n'est pas nous qui avions la maîtrise de l'importation. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'importation et progressivement, au fur et à mesure que nous aurons tous les éléments d'information et surtout la maîtrise de l'amont à l'aval, nous allons consacrer cette baisse. Bien sûr, nous sommes au service du peuple et nous voulons que le peuple djiboutien soit le premier bénéficiaire de cette baisse. Enfin, le ministre a informé les élus de la mise en place d'une commission conjointe du ministère de l'Énergie, des Finances et du Commerce qui prévoit une baisse de prix du pétrole très prochainement. Elle a été effective dès aujourd'hui, a ainsi précisé le ministre. Comme nous l'avons entendu, à la suite de ces échanges, les élus sont passés au vote. 46 députés se sont prononcés pour ce texte, alors que 4 ont voté contre, 3 se sont abstenus. Le texte a finalement été adopté. On vous le disait dans les éditions d'hier soir, voici compromis, nous abordons ce soir la sortie de la première promotion de médecins djiboutiens issus de la Faculté nationale de médecine. Moment historique, le premier étudiant de la Faculté de médecine de l'Université de Djibouti a soutenu hier après-midi sa thèse de doctorat. Mohamed Ousmane Guélé est devenu docteur et donc le premier médecin formé à la Faculté de médecine de Djibouti. Il a obtenu une mention très honorable. La soutenance s'est déroulée au sein de la faculté de médecine avec comme président de jury le professeur Abdelkarim Zibidi d'origine tunisienne et comme d'autres membres du jury, Dr Saad Abdelahi, le professeur Ben Ali Moussef et Moufni Moussef. Le nouveau médecin avait comme thèse de soutenance la pathologie thyroïdienne, timorale et pseudo-timorale à Djibouti. Une première donc à Djibouti qui a vu cette occasion la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Mais aujourd'hui, me voilà, après 7 ans, j'ai eu une formation de médecine de bonne qualité, de haute qualité, sans l'ombre d'un doute. Donc j'ai eu une grande chance, une chance inouïe de faire mes études dans mon propre pays et auprès des miens. Ça me rend encore plus fier d'avoir fait mes études de médecine dans mon propre pays. Je remercie en cette occasion le Dieu Tout-Puissant de m'avoir facilité ce travail durant ce parcours et qui m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui pour voir les fruits de mes efforts. Et également mes deux parents qui m'ont soutenu depuis le début et qui continuent toujours. Et en deuxième lieu, j'aimerais remercier les autorités de mon pays. Et ce remerciement revient en premier lieu le président de la République, son Excellence M. Ismaël Amaghali, et de son gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kosman, s'est dit très ému et fier de voir un jeune Djiboutien soutenir sa thèse dans son pays, auprès de ses siens. On l'écoute. Le ministre de la Santé, et à voir sous peu de temps ces étudiants que je vis même passer au fil des jours devant moi, parce que moi-même j'étais le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la santé jusqu'à 2 mètres de la faculté de médecine. Aujourd'hui, c'est une fierté énorme pour moi d'avoir ces jeunes médecins
demain comme M. Bourdonnais et je pense que ce sont les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des choses à mettre au crédit du président de la République qui probablement était le seul à croire à la réussite de cette faculté. Et aujourd'hui, cette fierté dont parlait les jeunes médecins, parce qu'il n'est plus candidat, il n'est plus étudiant. Les jeunes médecins, nous partageons cette fierté avec lui et avec sa famille et avec toute la famille de la faculté de médecine. Et vraiment, c'est une chance inouïe, comme il l'avait si bien dit, parce que nous trouvons aujourd'hui face à vous, on n'a pas eu cette chance. Chacun probablement a eu une chance d'une part ou de l'autre, mais c'est faire ses études auprès de leur propre famille, dans leur propre pays, et soutenir la mémoire et parler de la pathologie les plus fréquentes rencontrées dans notre pays, et la lecture de la thèse présentée par ces jeunes médecins doit nous inciter à revoir un peu nos copies pour pouvoir améliorer le quotidien de la population djiboutienne. Tout ceci a pu voir le jour grâce au premier, au tout-puissant et à l'engagement plein et entier du chef de l'État qui a cru en cette faculté alors que d'autres n'y croyaient pas, a indiqué de son côté le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord très ému, comme le disait tout à l'heure mon collègue Qassim en sortant de cette salle-là. Très heureux, vraiment. Et puis, vous savez, c'est la consécration de toute une politique, de toute une vision qui est celle du président de la République. Je lui rends vraiment aujourd'hui, je lui dis devant la caméra, merci Monsieur le Président de la République, et nous vous rendons un grand hommage. Après l'Université de Djibouti, aujourd'hui la faculté de médecine, voilà encore une fois un objectif de plus qui est atteint dans votre politique et ce qui va rester dans l'histoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est nous félicitons, bien sûr, l'étudiant pour la qualité de son travail et de ce qui a été dit ce matin, de ce qu'il a présenté. Je voudrais également féliciter tous ceux, et je pense que c'est rendre honneur à ceux qui nous ont précédés, et notamment le ministre de la Santé qui nous a précédé, M. Abdallah Miguel, qui a cru à cette école et qui a accompagné la vision du président. Nous sommes très fiers d'avoir pris cet héritage et de l'avoir amené jusqu'au bout. C'est pour nous une fierté. Je voudrais également dire que notre travail ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin, mais au contraire, c'est encore un challenge de plus à poursuivre et à réussir. Nous voulons vraiment concrétiser ce centre hospitalo-universitaire qui est d'une très grande importance pour nous, parce que ça va être une structure de soins, une structure de recherche, une structure d'enseignement. Et le travail qui a été présenté par ces jeunes aujourd'hui va accompagner l'établissement d'un CHU, d'un centre hospitalo-universitaire de qualité, pour un enseignement de qualité. Autre nouvelle du pays, dans le cadre du développement et du renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Royaume du Maroc et celle de la République de Djibouti, une délégation djiboutienne conduite par M. Moussa Ahmed Hassan, ministre de l'Équipement et du Transport et de la République de Djibouti, a effectué du 7 au 9 janvier 2015 une visite officielle de travail au Maroc. Cette visite fait suite à l'invitation de son Excellence M. Aziz Rabat, ministre de l'Équipement et du Transport et de la Logistique. Le mercredi 7 janvier 2014, les deux ministres en charge du transport ont co-présidé une première réunion plénière au siège du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique en présence de son Excellence Mohamed Najif Boulif, ministre délégué auprès du ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, et M. Ibrahim Biled Ali, ambassadeur de Djibouti au Royaume du Maroc. Outre les officiels de haut rang, ont participé à cette réunion de hauts responsables de principales institutions marocaines en charge du secteur du transport et de la logistique. Au cours de cette réunion, les deux ministres ont souligné que le secteur du transport et de la logistique constitue un domaine dans lequel les deux pays peuvent nouer un partenariat privilégié eu égard au contexte favorable dans lequel se trouvent les deux pays.
La République de Djibouti a engagé un vaste programme d'investissement dans le secteur des infrastructures, du transport et de la logistique afin de conforter et d'accroître sa place de hub régional dans le domaine du transport. Le Royaume du Maroc, au même titre que la République de Djibouti, investit et continue d'investir de manière massive dans le secteur du transport et de la logistique afin de tirer tous les bénéfices de son positionnement géographique exceptionnel entre l'Europe et l'Afrique. La position d'une façade maritime de 3500 km à la fois sur la Méditerranée et l'Atlantique. Les deux ministres ont mis en exergue l'importance pour les deux pays de disposer et d'améliorer d'une manière continue les cadres stratégiques et réglementaires, les organisations institutionnelles et gouvernance, l'amélioration des systèmes de formation, le développement d'un secteur privé dynamique, afin d'accroître la compétitivité du secteur des transports et de la logistique. La fin de la visite officielle a été marquée par la signature de la part des deux ministres le vendredi 9 janvier 2015, lors des deux réunions plénières organisées à cet effet d'un procès verbal contenant toutes les actions que les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre afin de concrétiser et ce dans les meilleurs délais possibles cette opération dans le domaine des transports et de la logistique. Passons actuellement à une réunion qui a eu lieu ce matin au ministère de la Santé ayant trait à la lutte contre le paludisme et à réduire ainsi à zéro la morbidité et la mortalité de cette pandémie. Cette réunion a vu notamment la présence du ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Riyad, ainsi que le président de la commune de Belbala, Youssouf Hassan Nouhou. Le ministre de la Santé a supervisé la distribution de 4000 moustiquaires imprégnés d'insecticides destinés à la commune de Belbala et remis au président de la commune de Belbala, Youssouf Hassan Nouhou. Ce lot de moustiquaires imprégnés d'insecticides va surtout Depuis quelque temps, le secrétariat exécutif de gestion de risques et de catastrophes participe au renforcement des capacités des acteurs nationaux impliqués dans la gestion de risques et des catastrophes. Le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes du ministère de l'Intérieur a organisé du 10 au 12 janvier 2015 au Palais du Peuple en collaboration avec le PNUD et le Bureau régional des Nations Unies chargé de la coordination des affaires humanitaires de Nairobi une formation sur l'évolution rapide après une catastrophe. Le maire de la ville de Djibouti et le secrétaire exécutif de l'ONARS étaient présents à cette cérémonie de clôture. C'est M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, qui a procédé à la clôture officielle de l'atelier de formation sur l'évolution multisectorielle rapide après une catastrophe. Pour connaître les besoins stratégiques humanitaires, il est primordial de mener rapidement une évaluation multisectorielle rapide avec du personnel formé. À partir d'aujourd'hui, notre pays dispose d'une équipe nationale formée et capable de mener une rapide. Au nom du ministère de l'Intérieur, je tiens à remercier le programme des Nations Unies pour le développement qui ne cesse d'intervenir à nos côtés. Je profite de cette occasion pour féliciter M. Pierre Gelas du bureau de Tchad de Nairobi qui a toujours participé au renforcement de nos capacités nationales. En sport à présent, la Fédération djiboutienne de football a matin la remise d'équipes de formation filles et de moins de 17 ans. Une cérémonie a eu lieu à cet effet au Centre technique national du football à l'ancien stade municipal. Elle a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de football, M. Souleymane Ouaberi, et de son staff. Le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Souleymane Ouaberi, a tenu à rappeler les performances accomplies de l'équipe nationale de football de moins de 17 ans au championnat arabe de Doha. Poursuivant ses propos, le président de la Fédération djiboutienne de football a promis de bien préparer la formation nationale féminine de moins de 17 ans pour la même compétition.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vient de mettre sur pied un programme de formation à la carte multidisciplinaire et adressant aux jeunes chômeurs et à tous les désœuvrés de tout genre. Cette formation composée de plusieurs modules est étalée sur plusieurs sessions plus ou moins courtes. Elle touchera les secteurs tels que la sécurité routière, la pêche ou la conduite. Cette formation vise surtout à créer des agents semi-professionnels dans plusieurs domaines. Celui qui nous intéresse concerne les agents de sécurité. Pour plus de précisions, écoutons le directeur général technique de la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de la formation professionnelle a développé une stratégie de formation. C'est outre les formations qui se passent dans les établissements, dans l'enseignement technique et les centres de formation, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un plan de formation professionnelle pour les formations de courte durée. Donc aujourd'hui nous lançons la formation en agent de sécurité. Ce n'est pas une formation qui a été prise au hasard, mais suite à une étude prospective qui a été réalisée avec l'ensemble des partenaires de l'Éducation nationale. Donc nous avons mis en place ce plan de formation. Donc, comme vous l'avez déjà vu à la télé, nous avons lancé il y a quelques jours une formation en conduite routière avec 250 jeunes. Donc ce sont des formations complètes. À la carte, exactement. Et aujourd'hui nous lançons une formation pour 150 jeunes agents de sécurité. Cette formation, comme je l'ai dit, ce sont des formations complètes qui comprennent des rehaussements en langue. Donc il y aura l'anglais, en communication, en français, en arabe, etc. Donc nous allons lancer aussi bientôt une formation en conduite en poids lourd, donc avec des engins de chantier et des poids lourds. Donc c'est dans les semaines à venir. Donc nous comptons dans notre plan de formation former cette année plus de 2000 jeunes avec plus de 14 formations. Dans l'actualité internationale et notamment à Paris, où la capitale du monde a accueilli de nombreux dirigeants venus saluer la mémoire des victimes de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Près de 50 dirigeants et hauts responsables étrangers ont pris part à la marche silencieuse contre le terrorisme. C'est François Hollande qui a voulu ce rassemblement international dans les rues de la capitale française. Écoutons Ahmed Hamad. Près de 4 millions de personnes ont manifesté hier et dans toute la France. Dirigeants du monde entier, partis, syndicats, groupes religieux juifs, chrétiens, musulmans, associations, personnalités ont accompagné une foule d'1,5 million de personnes faisant du 11 janvier, avec sa marche républicaine, un jour historique. Ce qui était au départ un hommage aux victimes de djihadistes revendiqués a commencé par les irrévérencieux dessinateurs de Charlie Hebdo massacrés mercredi, puis une jeune policière jeudi et 4 personnes dans une supérette cachère vendredi est devenu progressivement un sommet à haute résonance diplomatique. L'Élysée a salué à la fois la mobilisation internationale exceptionnelle et l'union nationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas et le couple royal jordanien étaient ainsi présents à Paris, de même que le président ukrainien Petro Poroshenko et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Parmi les participants se trouvaient aussi 8 présidents africains, dont le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Gabonais Ali Bongo, le Nigérien Mahamadou Issoufou et le Béninois Thomas Boni Yayi. Les plus hauts dirigeants européens étaient également présents, d'Angela Merkel à David Cameron, de Mariano Rajoy et Jean-Claude Juncker. Le président des États-Unis Barack Obama était en revanche absent, mais Washington a affiché son soutien à Paris. Aucun acte de terrorisme n'arrêtera jamais la marche de la liberté, a salué dimanche le secrétaire d'État John Kerry. Le ministre de la Justice Eric Holder a représenté Washington à Paris. Dans le cortège, les familles des victimes défilent en tête, suivies des personnalités politiques françaises. Tous les partis sont présents, à l'exception du FN. Marine Le Pen, vexée de ne pas avoir été invitée formellement, a appelé à manifester en province et non à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne soirée avec le reste de nos programmes télévisés.